Bonjour à toutes et bonjour à tous, installez-vous bien. Merci de votre attention. Merci d'être présents pour cette journée à l'invitation du groupe enfance du collectif des 39, tous soignants ou travailleurs en pédopsychiatrie et en colère pour de multiples raisons. Covid-19 qui a révélé les carences de notre système de santé, langage machine, instrumentalisation politique, déshumanisation à l'œuvre, autant de mauvais traitements qui mettent à mal une bonne hospitalité de l'enfance dans notre pays. Représentant de la société civile, je m'appelle Jean-Joël Le Chapelain, sans compétences médicales, j'aurai le plaisir, à la demande du collectif, de veiller à la meilleure circulation possible de la parole entre les orateurs et les artistes, et vous, pour les moments d'échange avec la salle prévus tout au long de cette journée. Sans plus attendre, une introduction du sujet de cette journée par Liliane Herzanski, pédopsychiatre, psychanalyste qui a une longue expérience en CMPP, traduction pour les novices, centre médico-psychopédagogique en banlieue parisienne, en accueil familial thérapeutique et en place d'accompagnante des travailleurs sociaux en AED, aide éducative à domicile. Je lui laisse la parole. Alors, puisque nous abordons le thème de l'enfance mise au pas, vous espérez peut-être entendre parler du goût de Brigitte pour les uniformes scolaires ou le goût martial pour les 15-17 ans, puisque notre gouvernement veut remettre au goût du jour les journées militaires. Eh bien non, nous ne parlerons pas de ça. Nous allons aborder des mises au pas beaucoup plus subtiles, voire pernicieuses, qui affectent les enfants et les professionnels censés les rencontrer. Car c'est en miroir qu'enfants et professionnels de l'enfance, dévoués à leur cause, subissent des stigmatisations à l'emporte-pièce, des exclusions abusives, des orientations fallacieuses, une médicalisation outrancière des problèmes sociaux et personnels. Petits et grands se retrouvent donc à la dérive. Si notre travail nous porte vraiment au service des enfants, les accompagner suppose une lucidité politique très aiguë, compte tenu de la puissance des changements de paradigme ou de référence qui malmènent terriblement la temporalité de l'enfance. Alors que les enfants, eux aussi, luttent avec des symptômes, on les retrouve, on les voit, muselés, éteints ou abandonnés. Si aucun lieu de parole et d'écoute fiable ne leur permet de transformer leurs blessures ou leurs impasses, comment vont-ils pouvoir inventer leur vie ? Comment vont-ils pouvoir désirer devenir grands, c'est-à-dire se découvrir autre que ce que l'on a dit d'eux ou autre que ce qu'eux ont pu croire ? Comment pourront-ils assumer leur liberté de choix ou de pensée et de responsabilité d'être de parole et de langage ? Tout est fait pour annuler aujourd'hui la reconnaissance qui nous semble à tous tellement évidente du temps nécessaire à chaque enfant pour qu'il puisse quitter sa position de tyrannie de toute puissance. Tyrannie de la toute-puissance infantile, mise en scène, vous l'aurez remarqué, avec pertes et profits, par ces grands qui nous gouvernent si petitement. Accéder et composer avec la réalité des autres serait donc un vœu à adresser aussi bien aux enfants qu'aux politiques. Et ce devrait être aussi le désir le plus cher de tous les soignants, les éducateurs, juges pour enfants, tous les gens qui travaillent auprès des enfants. Ce devrait être aussi celui de tous les citoyens. Bon. Se porter à l'écoute des enfants est un engagement, une aventure, un voyage sans étape imprévisible. Qui nous déloge ou nous désarme de nos appuis conceptuels.
les enfants nous embarquent toujours vers l'inconnu, vers l'ouvert, avec tous ces registres de vide et de silence où sommeille leur potentialité créative. C'est précisément ce potentiel de créativité que les politiques étouffent dans l'œuf avec leur dictat de mise au pas. Les enfants, comme les migrants, nous donnent toujours des leçons de résistance. Alors, qui est ce groupe enfance ? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes rencontrés lorsqu'un collectif contre la nuit sécuritaire, dit collectif des 39, s'est spontanément constitué après le discours de Sarkozy, qui faisait un amalgame entre folie et dangerosité, en 2008. Sarkozy qui a supprimé, rappelons-le, la fonction hautement symbolique du défenseur des droits de l'enfant. Après 8 années de travail et de lutte avec nos camarades des 39, qui s'opposaient et qui s'opposent toujours à l'isolement, à la contention des patients, aux posologies faramineuses, à cette gestion technocratique qui pue la bêtise, plusieurs d'entre nous, pédopsychiatres, psychologues, analystes d'enfants, ont souhaité réfléchir à partir de nos différentes pratiques, qu'elles soient soignantes ou responsables de la formation des soignants, réfléchir aux effets de transformation dans nos conditions de travail. Donc depuis une 8aine d'années, nous nous réunissons chaque mois pour repérer et comprendre pourquoi et comment les soins ne sont plus ajustés à la problématique de chaque enfant, de sa famille ou de son école. Et pour tenter aussi d'ouvrir des perspectives subversives dans nos lieux de travail contre les effets délétères de cette nouvelle gouvernance hors sol, mise en place en 2004 par la Haute Autorité de Santé et renforcée depuis 2009 par ces bras armés que sont les agences régionales de la santé. Donc, je ne vous apprendrai certainement pas que depuis près de 20 ans, tous les services qui ont pour mission la protection, la prévention, l'éducation et le soin psychique des enfants sont à la ramasse, parce que les gouvernements successifs les ont délibérément paupérisés. Comment se fait-il que tant d'enfants, surtout ceux des classes modestes ou pauvres, soient privés au nom de la science de l'imagerie et des tests à tout va d'un rapport possible à leur subjectivité, à leur curiosité, autant pour apprendre sans que les gens s'en alarment. Pourquoi ce consentement au scientisme si facilement et si fortement orchestré ? Que les enfants soient abusivement triés, étiquetés, déboutés ainsi de leur histoire transgénérationnelle, cela semblerait même aller de soi, alors qu'ils sont ainsi identifiés à un destin prescrit d'avance, car fabriqués par l'ingestion de molécules chimiques et d'un temps d'injonction protocolaire sourde à leur endroit. C'est monstrueux, ou pour le dire comme disent les enfants, je te ferai dire, c'est pas juste. Personne ne peut ignorer l'impact de ces déluges de diagnostics qui amputent le sentiment d'existence et de confiance en soi. Quand on sait combien ont été nombreux ceux et celles qui ont prêté attention aux enfants, qui ont construit au fil du temps des outils innovants et des lieux si précieux, qui ont fait leurs preuves, puisqu'on nous demande toujours des preuves, comment ne pas désirer remettre les pendules à l'heure ? Le groupe Enfance, en écrivant « L'enfance mise au pas », a donc voulu laisser des traces vivantes pour résister au rouleau compresseur qui veut faire table rase de tous nos savoirs et expériences engrangés depuis plus d'un siècle. Savoir élaboré à partir de pratiques différentes, de pédagogues, de médecins, de psychologues, d'anthropologues, de philosophes. Toutes ces pratiques et tous ces théoriciens
ont témoigné d'un authentique travail d'élaboration pour représenter l'enfant autrement que comme un objet à manipuler ou à maîtriser. Donc nous voulons tous soutenir dans ce groupe enfance et avec vous la nécessité de lieux d'accueil dignes d'une véritable hospitalité à ces étrangers que représentent souvent les enfants au regard des adultes, tant ils peuvent être bizarres ou rebelles. Qu'ils aient droit à des lieux d'écoute auprès de professionnels de l'enfance qui résistent au formatage et autres discours tapageurs qui font tapis rouge à tant de fausses vérités et à l'organicité. Notre livre et notre journée, c'est aussi un appel à la rescousse, car la situation actuelle, quand on anticipe l'avenir des enfants, est de l'ordre d'une catastrophe anthropologique. Nous sommes passés d'une civilisation de l'écrit à une civilisation des images. Images, comme l'écrit Marie-Josée Manzin, devenues matière digestive livrée à nos appétits de voir. Ces images saturent trop souvent le désir d'apprendre et de savoir des enfants. Je crois que cette mutation civilisationnelle que nous sommes tous en train de vivre, petits et grands, contraints et forcés, par l'omnipotence de la technique qui nous machinise et par ces politiques de cow-boys qui déploient à l'aise tout leur dysfonctionnement projeté sans vergogne sur les enfants. Je crois que nos articles en rendent assez bien compte. Sans doute qu'avec vous, nous pourrons encore faire mieux la prochaine fois, puisque nous leur donnerons encore du fil à retordre. Déjouer les forces négatives qui déconstruisent les liens intergénérationnels et ruinent nos mémoires, encourager un fort mouvement de réveil et de résistance est urgent. N'hésitez pas à nous rejoindre, suggestions et critiques sont bienvenues. Fédérons nos luttes, nos réflexions, sans pour autant avoir besoin d'un bouc émissaire. Et demandons-nous encore pourquoi c'est si difficile de refuser ce monde sans nous, dont la brutalité est en train de nous rendre tous apathiques ou mal en point. Le recours à des collectifs apporte un appui réel et qui devient incontournable, car ces dites bonnes recommandations de la Haute Autorité de Santé et les carences d'étayage dans les institutions confinent à la solitude dans notre travail. Ce n'est qu'en parlant aux autres que je me décolle de ce que je vois ou de ce que j'éprouve, que je peux réfléchir au sens à trouver quand je vois ces troubles dits du comportement qui dérangent tant les normes du marché. Ces politiques hyperactives et à la fois décérébrées, menées tambour battant, nous privent trop d'espace de débat. Trop seuls ou trop isolés dans nos métiers qui requièrent patience, endurance et intelligence créative, nous risquons de flancher. Nous risquons de prendre notre métier en grippe ou de devenir des collabos d'un système automate qui se fout royalement de l'avenir et de ce que suppose pour chacun ce lent travail d'avoir à s'humaniser. Qu'attendons-nous des enfants, citoyens de demain ? Je conclurai en vous disant que cette publication de l'enfance mise au pas nous incite à vouloir partager avec vous nos interrogations et notre volonté de combattre ce système politico-policier qui colonise nos imaginaires. Nous avons voulu organiser cette journée poétique et politique. Poétique pour évoquer la sensibilité des enfants qui les prédispose à la poésie, à l'émerveillement, autant qu'aux frissons de l'horreur. Nous avons invité des artistes
qui n'ont jamais oublié qu'avant d'être devenus grands, on fut petit, et que petit, chacun a dû subir le pouvoir arbitraire des grands. Ces artistes nous rappellent la capacité inouïe des enfants à connaître la dimension et les effets de transmission de l'inconscient, tant ils sont réceptifs à la parole quand ça ne parle pas faux. Ils savent jouer avec la musique des mots, dont ils entendent si bien la polysémie et ses connotations affectives implicites, même si leur besoin d'attachement et leur dépendance affective pourraient nous faire croire qu'il n'en est rien. Et pour la dimension politique de cette journée, nous donnerons la parole à ceux et celles qui, de par leur travail, ne sont pas dupes de ce système qui tire sur la corde de notre servitude volontaire ou à la désertion, ou en nous confusionnant. Nous n'avons pas pour autant rendu notre âme, ni dit notre dernier mot, plongés que nous sommes dans ce marasme produit par cette obsession du profit générée par cette économie capitaliste folle. Certes, ce système abîme, que ce soit par mépris ou par déni, ignorance ou indifférence, ou par haine, il entrave nos aptitudes à la solidarité et à notre désir de bâtir un devenir humain responsable de notre bien commun. Nous suffira-t-il de refuser de marcher au pas dans la combine? Même si ce système n'est pas sans accointance avec une forme nouvelle et plus insidieuse de totalitarisme, prévenus comme nous le sommes et comptant sur l'audace de la jeunesse, nous avons et nous aurons tous, quel que soit notre âge, à vouloir ne pas nous laisser déloger de notre humanité modeste, si modeste soit-il, que ne revienne pas le temps du « on ne savait pas ». Souhaitons-nous de nous retrouver requinqués en écoutant ces artisans de la pensée? Puissions-nous garder ensemble courage et espoir et protéger en soi cet espace de disponibilité qui nous vient de l'enfance et qui permet et permettra d'accueillir encore les bonnes surprises de l'imprévisible. Le groupe Enfance vous remercie très chaleureusement de votre présence, de votre écoute et de votre participation. Merci. Moi, je suis l'enfant coq de noix. Depuis toujours, je ne sais pas, depuis autant que je m'en souvienne. Autant que je m'en souvienne, ma coque de noix et moi. À la naissance, pas de signes cliniques, pathologiques, pas de signes, non. Visiblement né normal. 3 kilos de sang à un beau bébé. À terme, presque. On a déclenché maman. C'était plus facile à organiser. Moi, depuis que j'ai grandi, je ne suis pas facile à organiser, j'entends dire. Régulièrement, on me diagnostique, on me pronostique. On pose sur mon dos de grandes lettres, les unes, les autres, à côté, comme des soldats d'encre et de papier. Maman aime bien les soldats d'encre et de papier, il la rassure, je pense. Les grandes lettres, pense maman. Les grandes lettres sont là pour m'organiser. Parfois un grand T, parfois un grand D, parfois un grand A, parfois un grand H. Moi, j'aimerais mieux un grand W, mais on ne m'a pas demandé. Les grandes lettres parlent aux adultes de l'école, au monsieur derrière l'ordinateur,
à la dame qui porte les dossiers, à la dame qui porte une blouse, au monsieur qui a une cravate. Les grandes lettres parlent à beaucoup de gens que je ne connais pas, à beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, mais à moi, les grandes lettres soldats de papier ne me parlent pas. Sans doute, je me dis, c'est que je ne les entends pas. Peut-être à cause de ma coque de noix. Peut-être les grandes lettres glissent sur son dos tout rond, mais elles ne provoquent aucun écho et me laissent seule. Il ne faut pas croire pourtant que ma coque de noix est muette, non. Parfois, je suis assourdie par ses vibrations. Elle résonne comme peau de tambour. Elle gronde, elle tonne tant. Je voudrais y faire un trou, qu'il y ait un trou, une brèche. Mais quand je veux trouer ma coque de noix, maman s'affole, maman se déboussole. Elle convoque alors le grand T, parfois le grand D, parfois le grand A ou alors le grand H. Moi, j'aimerais mieux un grand W, mais on ne me demande jamais. Et alors, les grandes lettres soldats de papier expliquent à maman ce que je dis et comment je devrais dire, comment je suis et comment je devrais être, ce que je fais et ce que je devrais faire. Les grandes lettres soldats de papier donnent aussi à maman les pastilles magiques pour que je me dépense, pour que je compense. Parce que sans les pastilles, ma coque de noix et moi, parfois on danse, parfois on rentre en transe. Enfant coque de noix, comment ça? Oui, mais c'est que vous ne la voyez pas. Pourtant, autant que je m'en souvienne, ma coque de moi et moi, légère comme de la soie, enveloppe brune, douce comme le bois. Ce n'est dans aucun schéma enfant coque de noix. C'est que vous ne la voyez pas. Elle m'encombre un peu parfois, c'est vrai, mais c'est aussi mon bateau, elle flotte. Sur les vagues, elle dérive, mais me défend de tomber. Dans les marécages des mots, elle me tient hors de l'eau, imparfaitement oviforme. Refuge capricieux, j'en connais, moi, secrètement, les méandres. Elle prend bien ses pastilles, cet enfant. Oui, il faut bien rassurer maman et les adultes de l'école. Et le monsieur derrière l'ordinateur, la dame qui porte les dossiers, la dame qui porte une blouse, le monsieur qui a une cravate. Pour eux tous, les pastilles vont m'organiser. Quand je prends les pastilles, ma coque de noix disparaît. Enfin, je crois qu'en fait, elle se rend invisible. Je sens bien qu'elle est toujours là, mais elle ne peut pas se faire voir, elle ne peut plus me protéger. Je ne peux plus m'y lever, ni respirer sa chaleur. Mais alors oui aussi, quand elle se rend invisible, elle est moins lourde à porter. Je ne m'y cogne plus et on ne peut plus se disputer. Moi, l'enfant coque de noix. Si on me le demandait, j'aimerais avoir le temps d'entendre ce qu'on me dit. Ma coque de noix pourrait me servir d'ampli et de cabane, mais les grandes lettres soldats de papier, elles ne me parlent pas.